Pensez-vous que M. Sassou n'a pas les moyens de neutraliser M. Ntoumi? Mais je ne pousse pas à dire que c'est un complice. Non, mais la question c'est celle-là. Si M. Sassou n'a pas neutralisé M. Ntoumi depuis 10 ans, aujourd'hui en 2026, à la veille d'une élection, il remet la DGSP à la traque d'Ntoumi. Donc les deux choses l'une, où Ntoumi ne fait pas, j'allais dire... Il y a un accord de paix, hein. Ça il faut le souligner. Oui, mais représentez-vous un gouvernement, un État fort comme celui de M. Sassou, qui va signer un accord de paix avec un individu, quelles que soient ses milices, mais Sassou a utilisé des hélicoptères et tout l'armada militaire, et ne pas réussir à neutraliser un individu. Je ne me plains pas sur le sort de M. Ntoumi. Ce qui me préoccupe, moi, c'est le sort des habitants, des Congolais qui sont dans cette région. Vous voyez, je ne sais pas quand est-ce que nous aurons les statistiques, le dénombrement réel des victimes du pool. Pour moi, ça me préoccupe beaucoup plus que la question de savoir si M. Ntoumi est un adversaire crédible ou pas et complice ou pas. Pour moi, la grande responsabilité, je trouve que c'est un prétexte que M. Sassou trouve pour tuer délibérément des populations, des Congolais. Bonsoir à tous. Nous recevons ce soir M. Jean-Noël Mabiala. Il est membre, son parti politique est membre de la Fédération de l'opposition congolaise. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Pour vous interroger, je suis en compagnie de Maître Ben Luther. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Carlyle, et bonsoir, M. Mabiala. Merci, Maître. Et bonsoir à Jemima. Bonsoir, Carlyle. Bonsoir, M. Mabiala. Merci. M. Mabiala, l'actualité politique au Congo, c'est la nouvelle candidature du président Denis Sassou Nguesso. Quelle est votre réaction? Ma réaction sur la nouvelle candidature du président pour la prochaine élection, donc je pense candidature annoncée hier. Effectivement, oui, à l'occasion de... La réaction est une réaction simplement de non-événement. Ce n'est pas une surprise, puisque nous savions que tous ces militants, tout son parti l'appelaient à être candidat. La question qu'on pose nous aujourd'hui, c'est pourquoi est-il candidat? Qu'est-ce qu'il peut encore promettre aux Congolais aujourd'hui? Voilà. Donc, Et dans ce contexte, vous qui êtes membre de l'opposition, il n'est pas question d'y aller. Alors, il faut préciser les choses. Nous sommes, je ne sais pas combien de temps on a pour discuter de Nous avons 1 heure de temps, allez-y. Voilà. Donc, on reviendra tout à l'heure sur la notion d'opposition. Ah oui? Si je peux commencer par me présenter, hein, je suis à la tête d'une association qui s'appelle Délégation permanente des Congolais de l'étranger. C'est une structure que nous avons créée il y a 3 ans maintenant, à la suite déjà d'un travail que nous avons fait. Notre engagement politique remonte à 2015-2016. Donc, on reviendra peut-être là-dessus pour comprendre qu'est-ce qui se joue aujourd'hui. Donc, je suis président de la délégation permanente des Congolais de l'étranger. Je représente en France la Fédération de l'opposition congolaise. Dirigée à l'époque par M. Mabiala. Alors, la Fédération de l'opposition congolaise qui était dirigée... Alors, il y a une histoire, hein, la Fédération, c'est la coalition politique de tous les candidats qui étaient opposés à M. Denis Sassou Nguesso en 2016. Donc, c'est la coalition politique qui, à l'époque, il y avait 5 candidats à l'élection présidentielle 2016. Il y avait Pascal... comment on l'appelle, Pascal Tsati Mabiala, il y avait Madame Mounari, il y avait Guy Brice Parfait Kolela, paix à son âme, et il y avait Okombi Salissa, et au dernier moment s'est ajouté Jean-Marie Michel Mokoko. Les 5 candidats à l'opposition en 2016. Donc à l'issue de l'élection de 2016, avec le coup d'État, puisque M. Sassou a refusé les résultats, et il a, comment on appelle, décidé de s'autoproclamer président. À l'issue de cette élection, 3 candidats se sont, entre guillemets, s'abstenus de réagir, donc de contester cette violation des urnes, et 2 candidats l'ont contesté. Et les 2 qui ont contesté le viol des résultats, le vol des résultats par M. Sassou, c'est l'ancien ministre Okombi Salissa et le général Jean-Marie Michel Mokoko. Ces 2 candidats qui ont refusé d'accepter le véridique qu'a imposé M. Sassou sont en prison aujourd'hui.
Donc, je termine les présentations. La Fédération d'opposition congolaise est la structure qui est issue donc, de ce conflit-là de 2016, de cet engagement, de cette mobilisation des Congolais en 2016. Et c'est aussi la fédération qui soutient les deux amis qui sont en prison. Donc, pour revenir à la question, nous n'allons pas à l'élection de 2016. Je ne sais pas si cette question m'a déjà été posée, mais j'y réponds tout de suite. J'ai répondu pour vous. Nous n'y allons pas. Dans un premier temps, je vous dirais par loyauté. Nous avons des amis qui sont engagés dans ce combat en 2016, qui ont été arrêtés, qui purgent une peine de 20 ans. Aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'ils sont en prison, pour le simple fait d'avoir fait œuvre de candidature à une élection présidentielle organisée par le pouvoir. Donc, dans ces conditions-là, on ne voit pas donc, loyauté vis-à-vis de ces amis qui sont en prison, loyauté aussi avec le principe qui fait que nous avions été opposés à ce régime, opposés à ces pratiques, et aujourd'hui, on ne peut pas l'accompagner dans sa énième mascarade d'élection. Voilà. Bien, Maître Benhuter. Oui, merci, mon doyen. Mabiala, bon, vous avez déjà décrit votre parcours politique. C'était un plaisir hein, de pouvoir échanger avec vous. Première question. Vous dites que vous existez en quelque sorte hein, dans l'arène politique congolaise depuis 2016. Alors aujourd'hui, si mes calculs sont bons, on est presque à 10 ans, on va dire ça. Oui. Est-ce que vous avez des représentants dans les instances étatiques ou locales au Congo? Alors, avoir des représentants dans les instances étatiques, comme vous dites, non. Nous ne sommes pas au pouvoir, on n'a pas de représentants au pouvoir. Non, l'opposition. Alors, avoir une visibilité, une existence sur le terrain par rapport à la population, oui. Quand je vous dis nous sommes une fédération de partis politiques. Les partis politiques qui sont membres de notre fédération ont des militants, ont des structures locales. Et M. Tati Mabiala est toujours membre de votre fédération? Tati Mabiala, comme je vous ai présenté tout à l'heure, il y a eu 5 candidats en 2016. Tati Mabiala, Guy Parfait Kolela qui est décédé et Mme Mounari sont aujourd'hui, j'allais dire, ils sont sortis de la fédération. Ils sont sortis de la fédération parce qu'ils ont estimé qu'à un moment donné, il faut composer avec le pouvoir. Nous avons décidé de ne pas composer avec le pouvoir. Et quand je dis nous, donc c'est la frange qui est représentée par Clément Mirassa et aujourd'hui Jean-Félix Dembatelo. Voilà. Sommes-nous sur le terrain? Oui, puisque nous avons, quand je vous ai dit coalition, c'est que nous avons des partis. Et nous avons plus que des partis, nous avons des fédérations de partis. Dans ce qu'on appelle au Congo la Fédération de l'opposition congolaise, jusqu'ici, il y avait 3 composantes. Vous avez ce qu'on appelle l'IDC, l'Initiative démocratique pour le Congo, qui est en fait la fédération des anciens ministres du pouvoir qui ont contesté le changement de la Constitution en 2015. Donc, les anciens ministres dont je parle, c'est André Okombi Salissa qui est en prison, Guy Parfait Kolela qui est décédé, Charles Bouao qui est aujourd'hui, qui a été ancien ministre de la Défense, qui est avec nous de la Fédération d'opposition. Donc ça, c'est la première composante, l'IDC. La deuxième composante de la Fédération d'opposition, c'est le FROCAD. Le FROCAD, pour faire court, c'est les anciens hommes politiques et ministres qui étaient proches de l'UPADES. L'UPADES, c'est le parti politique de l'ancien président Pascal Lissouba, le seul président qui a été élu au Congo en 1992 et dont le mandat a été interrompu par un coup d'État de M. Sassou en 1997. Donc, je vous ai présenté la première composante de la fédération, l'IDC, la deuxième, le FROCAD, la troisième, c'est ce qu'on appelle la composante J3M. La composante J3M, c'est la composante Jean-Marie Michel Mokoko. Voilà le paysage politique de l'opposition congolaise. Donc nous sommes sur le terrain via les plateformes membres. Depuis, et je termine par là, depuis 2023, c'est ce que j'appelais la délégation permanente des Congolais de l'étranger, que je préside. Depuis 2023, nous sommes entrés dans la composante, dans la fédération, et nous sommes aujourd'hui la 4e plateforme de la fédération de l'opposition congolaise. Donc la fédération de l'opposition congolaise a 4 plateformes, l'IDC, le FROCAD, la composante J3M et désormais la délégation permanente des Congolais de l'étranger.
Très bien. J'espère que c'est assez... Et ça, c'est très bien cadré, mais pour répondre un peu à la question de Bernd Luther, quand on n'a pas de... En fait, lorsqu'il parlait de représentation, c'est-à-dire peut-être d'élus au sein de l'Assemblée nationale, et même sur le terrain, est-ce que vous arrivez aujourd'hui à mener des actions? Parce qu'on entend souvent, et je pense que c'est M. Jacques Yobio-Pongo qui l'a dit à juste titre ici sur ce plateau, qu'on a une opposition qui semble bavarder sans pour autant être dans l'action aujourd'hui sur le terrain. Que répondez-vous à ceux qui aujourd'hui s'engagent et même sont candidats? Pour vous, quel regard portez-vous sur cette opposition? Fait-elle partie vraiment de l'opposition? Alors, c'est là où je vous disais tout à l'heure, et on va peut-être arriver à définir ce que c'est que l'opposition. Vous voyez, globalement, dans une démocratie, l'opposition, c'est la classe politique qui n'est pas au pouvoir, qui a des différences d'approche et même un projet politique différent de celui du pouvoir en place. Et c'est une partie politique, c'est la classe politique qui travaille pour l'alternance politique. Donc, il ne peut pas y avoir d'opposition telle qu'on conçoit s'il n'y a même pas perspective d'alternance. Donc, au Congo, non, on ne peut pas dire qu'il y a une opposition parce qu'ils n'ont pas d'espace pour s'exprimer. Donc, on comprend qu'elle soit justement absente. On comprend qu'elle ne soit pas visible parce qu'il n'y a pas, elle n'a pas droit aux médias pour s'exprimer. Elle n'a même pas droit de s'exprimer dans la rue. C'est-à-dire la moindre manifestation, d'abord interdite et réprimée derrière. Je vous donne un exemple. Mais il y a ceux qui sont de l'opposition qui parlent aujourd'hui. Pour vous, à vos yeux, que il y a des congrès de l'opposition qui sont tenus. Alors, justement, on en arrive. Donc, si on veut schématiser, au Congo, aujourd'hui, on a le pouvoir, donc, qui est représenté par le Parti congolais du travail. On a, et c'est Clément Mirassa qui a très bien défini cette notion. Il y a l'opposition du pouvoir, donc l'opposition fabriquée par le pouvoir au service du pouvoir, donc les alliés du pouvoir qui se disent opposants. Je ne vous cite pas des noms, je ne veux pas faire dans la polémique. Et vous avez l'opposition du pouvoir et vous avez l'opposition au pouvoir. Donc, ce qu'on appelle l'opposition au pouvoir, donc précisément la Fédération de l'opposition congolaise, n'a pas accès aux médias, n'a pas accès, donc n'a pas de visibilité. Mais ce qui est intéressant, c'est pour ça que je vous parlais il faut revoir la notion de l'opposition. L'opposition aujourd'hui, c'est quoi? C'est ceux qui souffrent de la non-gouvernance. C'est ceux qui souffrent de la mal-gouvernance. Et mieux, ceux qui souffrent des crimes commis par le pouvoir de Brazzaville. En fait, l'opposition, c'est Vivien Manangou, qui est acteur politique aujourd'hui au Congo, qui a bien défini la chose. En fait, qui pourtant s'exprime. L'opposition au Congo, c'est en fait ce que Vivien Manangou appelle les mécontents. C'est tous ceux qui sont mécontents du régime de Brazzaville, à qui on ne donne aucune tribune institutionnelle, qui constitue l'opposition. Donc si vous dites, quand on dit l'opposition est absente, l'opposition est fictive, c'est parce qu'on se contente d'une définition, j'allais dire, artificielle de la notion d'opposition, ou simplement structurelle, une définition administrative de l'opposition. Mais si on considère l'opposition comme toute personne, toute institution, toute association qui conteste, qui n'est pas d'accord avec la gouvernance actuelle, en ce moment-là, le premier opposant de M. Sassou, ce sont les Congolais. Et nous sommes écoutés, nous sommes entendus par les Congolais qui pensent que Sassou ne peut plus rien apporter au Congo. Et nous sommes entendus par les Congolais à qui nous disons, OK, nous n'avons pas la possibilité, ni vous, ni les citoyens congolais, ni les acteurs politiques qui sont en désaccord avec Sassou, nous n'avons pas de tribune pour nous exprimer, mais nous avons la foi, la confiance que dans tous les cas, ce pouvoir, comme on le dirait, est défunt. Tôt ou tard, il va tomber, et tôt ou tard, nous reconstruirons ce pays. Notre schéma, nous avons un projet de reconstruire le pays, nous avons un projet de société qui reprendra les choses à la limite, à la base. Voilà, je ne suis peut-être pas dans les clous de ce que vous attendez de l'opposition. Là, on fait l'émission en perspective à la présidentielle et certains opposants, quand je réponds, parce qu'ils se présentent comme ça, qui sont candidats, disent que la politique de boycott n'a jamais fait avancer les choses. Et depuis 10 ans, vous le dites, il y a une certaine opposition, effectivement, qui boycotte les élections parce que celle-ci considère que le système est un peu bloqué. Bon, si on ne combat pas, finalement, est-ce qu'on n'est pas condamné à rester dans cette situation au Congo? Alors, deux niveaux de réponse. Vous dites si on ne le combat pas. La question pour nous, c'est quel combat on veut mener. Nous y travaillons. Nous nous sommes posé la question par quels moyens nous allons mettre un terme à cette dictature, pour appeler un chat. Donc, mettre un terme à une dictature, d'abord, c'est un pouvoir qui règne par la violence, par la force. Il y en a qui vous diront,
nous nous organisons pour renverser le pouvoir par la force. Nous, à ce stade, ce n'est pas l'option que nous avons aujourd'hui. Nous ne sommes pas ni dans la clandestinité, ni dans la préparation d'un coup d'État, ni la préparation d'une insurrection. Nous n'en sommes pas là. Voyez? Alors, comment combattre un régime qui agit par la violence? Comment combattre un régime qui aujourd'hui, on en parlait dans les, comment dire, à mots couverts, c'est quand même un général directeur de la DGSP, donc ce que s'appelle Direction Générale du Service de Sécurité Présidentielle, qui a dit publiquement à tout le monde, vous voulez contester? Contestez au fond de votre cœur. Si vous contestez publiquement, nous agirons sans état d'âme. Celui qui dit ça. Si vous contestez publiquement sans autorisation. Oui, mais on pèse les mots. Oui, non, il a dit que la République a mis des moyens en place pour pouvoir contester. Il a dit le match se joue sur le stade. Si vous sortez du stade, vous êtes hors clou, voilà. hors des clous. Si vous contestez dans les moyens qui sont mis à votre disposition par la République, alors, il n'y a pas de souci. Mais si vous contestez sans autorisation, à ce moment-là, deux choses. Vous aurez la force de la loi, comme il a dit. Deux choses. Contester dans la rue, c'est constitutionnel. Ça s'appelle manifestation. Le droit de manifestation. Avec l'autorisation. Vous le savez peut-être mieux que moi, je ne connais pas votre cursus, votre parcours. Une manifestation, c'est une procédure d'information. En fait, pas d'autorisation, information. Ici, une manifestation publique, politique, on informe. Sauf quand il y a des cas particuliers, on va demander une autorisation. C'est une manifestation, c'est une information. Vous parlez de contestation. Mais c'est ce que je vous dis. Si vous contestez, donc vous manifestez, on est d'accord. Oui, il y a donc probablement des risques de troubles à l'ordre public. Contester, c'est exprimer un désaccord. Contester, c'est exprimer un désaccord. Quand vous voyez un officier qui mène une opération d'exécution sommaire de citoyens, je ne dis pas des jeunes, c'est des citoyens dans les rues, sans procédure, sans poursuite, sans mandat, qui vous dit, demain vous manifestez, nous agirons sans état d'âme. C'est une menace, elle n'est même plus couverte, elle est directe. Mais nous, on n'a pas attendu qu'il dise ça pour savoir que nous sommes menacés. Nous avons aujourd'hui, nous avons déjà des amis qui ont été à une élection qui sont en prison. Nous avons des amis qui ont été, qui ont participé à une élection présidentielle, soit directeurs de campagne, soit qui sont morts aujourd'hui, arrêtés, torturés et décédés par la suite. Vous craignez aujourd'hui, si on peut, vous ne menez pas des activités politiques parce que vous craignez de vous faire emprisonner. C'est bien cela ce qu'on peut... Nous craignons pour notre vie et on a des éléments de penser que ce n'est pas une crainte fictive, puisqu'on a des hommes politiques qui ont été emprisonnés et qui sont morts en prison pour s'être exprimés. Mon cher doyen, il y a certains Congolais qui nous suivent vont dire aussi que la politique, c'est un engagement ferme. C'est-à-dire quand vous vous engagez en politique, vous engagez à vos risques et périls. Non, mon ami. Non, je vous dis, certains pourront vous le reprocher. Non, mon ami, excusez-moi de réagir là-dessus. Excusez-moi de réagir là-dessus. Allez-y, mon doyen. Je pense qu'il ne faut pas parler, j'allais dire, d'une politique fictive. On parle de la politique. Rien dans le principe, dans l'essence d'une action politique ne vous expose à perdre votre vie. Rien. Vous savez, prenez toutes les démocraties du monde, tous les pays du monde, nulle part il est écrit, dans aucun texte, et même dans les us et coutumes, nulle part il est dit que s'engager en politique, c'est prendre des risques pour sa vie. Quand on est dans ce contexte-là, on est en démocratie, on est en dictature. Point. Donc là, ça ne peut pas, il peut pas y avoir d'excuse. Par exemple, vous avez déploré le fait que vous n'aviez pas assez d'espace pour vous exprimer. Ce sont vos craintes qui peuvent être légitimes. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de canaux de communication. Voilà, ça veut dire que vous pouvez aujourd'hui atteindre très peu de gens, pour dire les choses honnêtement, sur Télé Congo, par exemple. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, etc. Bon. Donc vous avez là aussi des moyens pour pouvoir vous exprimer. Pourquoi vous ne le faites pas? Nous le faisons.
Ah non, nous le faisons dans les autres canaux. Je vous prends un exemple. Oui, mais le président Clément Mirassa, vous le connaissez? Oui. Nous l'avons reçu hier. Il s'exprime. Il s'exprime dans les différentes raisons. Comme vous le faites aujourd'hui. Voilà, comme je le fais aujourd'hui. Mais moi-même, je m'exprime. C'est la première fois que je viens chez vous. Je vous remercie et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Mais je m'exprime depuis 10 ans sur d'autres chaînes dont je ne citerai pas le nom. Mais je m'exprime. Et on organise des activités. Et justement, est-ce que l'autre stratégie, parce que pour vous, opposition, je pense que votre objectif, c'est de faire partie de ce régime. Est-ce que finalement, l'idée ne serait pas de penser à vous unir autour d'une seule personne pour porter votre espérance? Alors, j'ai souvent entendu cette critique-là de la dispersion, de l'émiettement des voix. Mais je vous donne 2 exemples. Je vais vous parler de faits. En 2016, nous avons eu 5 candidats. Les 5 candidats ont signé une charte de la victoire pour dire ceux qui viendront, ceux qui gagneront, ceux qui seront au 2e tour, si l'un de nous au 2e tour, les autres se mettront derrière lui. Donc, je vous dis, nous avions plusieurs candidats, ils ont battu campagne et nous avons battu M. Sassou en 2016. M. Sassou n'a pas eu, alors officiellement, dans ce qui est dit, ce qui est connu, il a eu 8%. Les 2 candidats venus en tête sont les candidats de notre bloc. Donc, Guy Parfait Kolela et Jean-Marie Michel Mokoko. Je résume. Ils étaient 5, donc nombreux, plusieurs. Ils avaient arrêté le principe de se battre ensemble et de s'unir au 2e tour. Donc, les stratégies d'unité sont plusieurs. On peut partir nombreux et arriver à l'unité. Mais le plus important, c'est s'accorder sur ce qu'on veut. Avons-nous le même projet pour le Congo? Visons-nous les mêmes choses? Parce que la différence, c'est quoi? Beaucoup, je pense, depuis 1958 au Congo, j'ai passé en revue les phases politiques du Congo. Il y a 3 phases politiques, globalement. Vous avez 58 à 77, 1977. De 77 à 97 et de 97 à aujourd'hui. Je vous fais court. De 58 à 77, c'est après les indépendances, le fourmillement, en quelque sorte, l'effervescence politique. On était parti sur une base de pluralisme politique. Et à partir de 68, 69, on est arrivé au parti unique qui a évolué jusqu'à 77. Ce qui caractérise cette phase-là, c'est qu'il y avait des conflits politiques, il y avait des différends entre hommes politiques, mais ça se réglait en interne. L'apogée de cette phase-là, c'est 1977, où il y a eu assassinat de 3 personnalités politiques. Un ancien président, Alphonse Massamba Deba, dont on n'a jamais retrouvé le corps. Un président en exercice, Marien Ngouabi, et un cardinal. On est à 77. Donc la première phase où les apprentis sorciers apprenaient à jouer avec la politique, et dans le lot, il y a Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso était dans le peloton qui est allé libérer Marien Ngouabi en 1968. Denis Sassou Nguesso était dans la garde présidentielle du premier président du Congo, Albert Youlou, en 1960, de 60 à 63. Donc vous voyez le personnage. Le cycle s'arrête à 1977, à 1977. Ce n'est pas moi qui le dis. On a eu une conférence en 1991, conférence nationale. Il a été dit à cette conférence, dit et écrit, que dans tous les crimes, dans la plupart des crimes politiques qu'il y a eu au Congo, l'auteur de ces crimes, c'est Denis Sassou Nguesso. Dit et écrit. Je vous passe la première phase. D'accord? Et je fais court pour la deuxième. La deuxième, ce n'est pas difficile. On a eu une conférence nationale en 91, une transition jusqu'en 92. Pascal Lissouba, le professeur Pascal Lissouba, élu démocratiquement contre Sassou Nguesso, donc il a emporté. Il a un mandat de 92 à 97. 97, Sassou Nguesso fait un coup d'État pour le virer. La deuxième séquence, l'histoire du Congo, toujours sanglante, qui derrière Sassou Nguesso. De 97 à aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de monopartisme qui est revenu. Voilà le schéma politique du Congo aujourd'hui. Voyez, et c'est pour ça, c'est dans ce schéma-là... Mais que faites-vous pour pouvoir changer tout cela? Je crois que la question de Carlyle a tout son sens de ce point de vue. Oui. Est-ce que vous allez jouer à ce que nous appelons en droit la non-assistance de la personne en danger?
puisque visiblement vous avez des projets, vous incarnez des idées. Donc il y a des citoyens congolais qui vous regardent. Et même pour aller plus loin, est-ce que c'est possible, 10 ans plus tard, de refaire ce qui a été fait en 2016? Alors, est-ce que c'est possible, 10 ans plus tard, de refaire ce qui a été fait en 2016? Nous pensons que c'est difficile aujourd'hui. Le climat qu'on a eu en 2016, où nous avons eu des candidats qui étaient relativement libres, qui avaient relativement une certaine marge de manœuvre, nous ne l'avons plus aujourd'hui. Aujourd'hui, le système est verrouillé à votre avis? Aujourd'hui, le système est plus que verrouillé. Je vous explique pourquoi. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est l'officialisation de la force, de la violence. Voyez, je n'ai pas fini, on n'a pas beaucoup de temps d'aller en profondeur. Les phases de l'histoire que je vous ai données là, les crimes étaient maquillés. Les crimes étaient, j'allais dire, en douce. Moi, je me rappelle, j'étais encore au collège, on parlait d'une main noire. Dans tous les crimes, on évoquait une main noire. Aujourd'hui, on sait ce que c'est que la main noire, on sait qui est la main noire. Voyez, donc quand on voit comment aujourd'hui on tue à Brazzaville, vous savez, on tue dans les commissariats. Des jeunes qu'on arrête, on les torture, on les tue dans les commissariats. Vous savez, en 2018, il y a eu le coup de ce qu'on appelle les enfants de Chakona, dans un commissariat tué. En 2024, il n'y a pas longtemps, Ornano, on organise un recrutement des jeunes dans l'armée. Ils sont tués, on prétend que c'est un accident. Donc aujourd'hui, l'assassinat, le meurtre politique est, comme on l'appelle, décomplexé. Et c'est ça que je pense que les gens sont aujourd'hui tétanisés. Je dis, ils sont tétanisés. Moi, aujourd'hui, de la France, de la tribune que vous m'offrez aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de dire aux gens, allez-y, jouez avec le feu. Après, vous me direz, oui, mais vous avouez votre impuissance. Malheureusement, oui. Mais c'est plus prudent. Vous savez, je vous donne un exemple, je vous donne une citation. Le candidat que nous avons soutenu en 2016, Jean-Marie Michel Mokoko, général d'armée, ancien chef d'état-major, celui qui a permis à la conférence nationale de 91 de se tenir sans effusion de sang. Il était chef d'état-major en 91. M. Sassou, cerné par la vague qui voulait la démocratie, menaçait de mettre les militaires dans les rues. Le chef d'état-major a dit « Niet ». Vous laissez le peuple s'exprimer, vous laissez la conférence se tenir librement. Donc, ce type-là, candidat en 2016, vous savez ce qui lui est arrivé? Tout le monde s'attendait à ce que si on viole les urnes, si Sassou Nguesso vole les résultats, que Mokoko mette les gens dans les rues. Mokoko a dit ceci. Tenez-vous bien, et je retiens cette phrase-là aujourd'hui. Je préfère une guerre qui se perd à celle qu'on gagne. Parce que celle qu'on gagne, on la gagne sur le sang des autres, des innocents. Donc notre position est celle-là. C'est-à-dire que nous n'avons pas la prétention de dire que c'est à tout prix nous qui allons sauver le Congo. Vous avez utilisé la formule « non-assistance à personne en danger ». Oui, nous préférons cette formule-là qui peut paraître lâche que de lâcher les gens dans les rues et de les voir se faire tuer, se faire massacrer. Parce que nous savons, tout donne à croire que le pouvoir n'hésitera pas à tuer. Vous voyez, la situation politique du Congo, je pense, est mal, on ne la décrit pas assez bien. Dans aucun pays africain, aucun, on a vu le gouvernement en place, menacé par rien, trouver un prétexte pour aller bombarder une région, la région du Poul aujourd'hui, avec des armes de guerre. Et ça se passe depuis bientôt plus de 10 ans. Ça a commencé en 2016 jusqu'à aujourd'hui. Récemment, il y a eu les mêmes bombardements. Sous prétexte qu'il y a eu un rebelle qu'on va chercher. Vous faites référence aux affaires dans le Poul. Mais dans le Poul, certains analystes ou acteurs politiques parlent d'une relation comme Guy Mafimba qu'on avait reçu, parlent d'une relation incestueuse entre M. Guy Mafimba, entre Denis Sassou Nguesso et le pasteur Ntoumi. Est-ce que vous reprenez cette expression de relation incestueuse à votre compte? Non, non, Vous faites une différence entre les deux hommes? Non, je pense que c'est artificiel et c'est peut-être superficiel de dire ça. Moi, je vais au fond des choses. Je vais au fond des choses. Et je ne le dis pas à la légère. Il y a quoi? Peut-être 10 ans, je ne sais plus, à un moment donné, je crois 2017-2018, M. Sassou Nguesso en personne a dit, Ntoumi, donc c'est le fameux homme politique ou référent ou pasteur, ou chef de rebelle d'ailleurs. Hein. Ntoumi était chef de rebelle à votre Ntoumi? C'est pour M. Sassou, je vous dis. Et pour vous, en tant qu'acteur politique? Laissez-moi finir d'abord le propos de Sassou. Il dit, Ntoumi est un rebelle, nous savons où il est, nous allons envoyer les forces, le traquer, nous allons le neutraliser. Ça fait 10 ans qu'il a dit ça. Pensez-vous que M. Sassou n'a pas les moyens de neutraliser M. Ntoumi?
Mais je ne pousse pas à dire que c'est un complice. Non, mais la question c'est celle-là. Si M. Sassou n'a pas neutralisé M. Ntoumi depuis 10 ans, aujourd'hui en 2026, à la veille d'une élection, il remet la DGSP à la traque d'Ntoumi. Donc, les deux choses l'une, où Ntoumi ne fait pas, j'allais dire... Il y a un accord de paix, hein. Ça il faut le souligner. Oui, mais représentez-vous un gouvernement, un État fort comme celui de M. Sassou, qui va signer un accord de paix avec un individu, quelles que soient ses milices, mais Sassou a utilisé des hélicoptères et toute l'armada militaire, et ne pas réussir à neutraliser un individu. Je ne me plains pas sur le sort de M. Ntoumi. Ce qui me préoccupe, moi, c'est le sort des habitants, des Congolais qui sont dans cette région. Vous voyez, je ne sais pas quand est-ce que nous aurons les statistiques, le dénombrement réel des victimes du pool. Pour moi, ça me préoccupe beaucoup plus que la question de savoir si M. Ntoumi est un adversaire crédible ou pas et complice ou pas. Pour moi, la grande responsabilité, je trouve que c'est un prétexte que M. Sassou trouve pour tuer délibérément des populations, des Congolais. Ça me préoccupe beaucoup plus que l'autre question. Monsieur Mabiala, on va parler des Congolais. Une question, une dernière question, mon cher doyen. Bon, à vous entendre, on comprend qu'il y a, vous évoquez plus des problèmes sécuritaires, hein, voilà. Mais j'ai juste une question. Vous avez parlé de loyauté. Vous avez parlé de loyauté. Et vous avez cité les noms d'un certain nombre de membres composant votre fédération, etc. Oui. Excepté peut-être M. Mabiala, vous-même et d'autres personnes que je ne connais pas. Oui. Mais la plupart de ce que vous avez cité ont travaillé avec le président Sassou. Oui. Ont été dans son gouvernement, oui. ont été ses conseillers, etc. etc. Oui. Oui. Donc, pour le pouvoir en place, je pense qu'on estime qu'ils ont trahi le président. Qu'ils ont trahi le président. Oui. Est-ce que, pensez-vous que ces hommes qui ont trahi autrefois le président puissent incarner, ou qui ont travaillé avec le président que vous dénoncez, oui. puissent incarner un véritable changement, ou est-ce que êtes-vous en mesure de pouvoir faire confiance aux gens qui étaient autrefois déloyaux envers leur chef? Alors, c'est court et net. La loyauté, ce n'est pas vis-à-vis d'un homme. La loyauté, c'est vis-à-vis d'un devoir national. La loyauté d'un fonctionnaire, d'un haut cadre, c'est vis-à-vis du pays, pas vis-à-vis d'un homme. Vous avez dit loyauté envers, vous avez cité deux types de loyauté. D'abord, loyauté envers de vos camarades emprisonnés. Oui. Puis loyauté envers le peuple. C'est ce que vous avez dit. Ça, c'est ma loyauté à moi. Ah, moi, ça, c'est vous, c'est pas là. Nous refusons d'aller à l'élection aujourd'hui par loyauté avec les, j'allais dire, fidélité et solidarité avec les amis qui sont en prison. Ça, c'est cette distinction-là. Or, la loyauté que vous évoquez, vous, en disant ils ont travaillé avec le régime. Non, ils ont travaillé avec M. Sassou, mais ils ont travaillé pour le Congo. Et ils ont une part de responsabilité dans ce que vous avez décrit du président Sassou ou pas? Attendez. Bien sûr. Bien sûr. Mais il faut prendre les choses une à une. Jean-Marie Michel Mokoko a été chef d'état-major militaire. Il a eu une formation pour ça. C'est une ambition légitime que quand on a... Vous savez, moi j'ai été à l'école primaire, je ne rêvais que d'arriver au collège. Quand je suis arrivé au collège, je ne rêvais que d'aller au Congo, à Brazzaville. L'université n'est qu'à Brazzaville. Je n'ai jamais mis les pieds à Brazzaville avant le bac. Donc cette marche-là, cette ambition-là, elle est normale. Je serais au Congo, j'aurais été prof à la fac à Brazzaville, aujourd'hui je suis enseignant à l'université à Lyon, j'aurais été prof à Brazzaville, je ne le devrais pas à M. Sassou. Je le devrais au Congo. Je vais vous faire une confidence. Non, dans le gouvernement, si vous avez été dans le gouvernement. Par exemple, l'exemple du président Okombi Salissa, de Mme Claudine Mounari, etc. Monsieur Okombi Salissa, c'est le président qui nomme. Il y a deux choses. Il y a ce qu'un individu fait pour avoir les faveurs du président et être nommé ministre, et le droit à chaque citoyen d'aspirer à toutes les responsabilités dans un pays. C'est logique. Ici, c'est pareil. Vous pouvez être brillant comme vous voulez. Si vous voulez être nommé ministre, il faut que Macron vous apprécie. Ou Giscard d'Estaing hier, François Mitterrand, Hollande et compagnie. C'est normal.
Mais ce n'est pas pour autant que vous devenez, j'allais dire, le serviteur, l'inféodé d'un homme. Est-ce qu'ils ont fait réellement ce pourquoi ils ont été nommés ministres? Ah mais je vous ai donné l'exemple de Jean-Marie Michel Mokoko. Il a été chef d'état-major en 2016, là où, en 91, là où le Congo bouillonnait d'ambition, de libération. Lui, on comprend, c'est l'armée, mais je parle de ceux qui étaient dans le gouvernement. Mais qui étaient donc à la gestion des affaires publiques, on va dire ça. Prenez Okombi Salissa. Vous voyez, les gens vont vous parler de... Pour moi, il y a deux Okombi. Ah. Il y a le Okombi qui a été, il faut le dire, il ne faut pas mâcher les mots. Qui a fait la guerre, Monsieur Okombi a fait la guerre aux côtés de M. Sassou. Vous voyez? Mais M. Okombi, en 2015, quand M. Sassou décide de changer la Constitution, M. Okombi lui dit, Monsieur le Président, j'ai bataillé, je me suis battu à vos côtés parce que vous nous avez annoncé que le dictateur, c'est Lissouba, que le président Lissouba n'est pas démocrate, on va arrêter l'hérésie, la dictature de M. Lissouba. Et une fois que nous aurons mis M. Lissouba hors d'état de nuire, nous allons remettre le Congo sur le chemin de la démocratie. Mais il a vu ça tardivement. Attendez. Hein. C'est resté 15 ans comme ministre au gouvernement. Moi, je ne suis pas en train d'absoudre qui que ce soit. Je vous dis, il y a deux Okombi. Celui qui a été aux côtés de M. Sassou pendant la guerre, celui qui, en 2015, a dit le changement de la Constitution, ça ne passe pas. Nous avons bataillé pour cette constitution, nous avons aujourd'hui une constitution, on la respecte. Et il a pris ses engagements, il a démissionné. D'autres ne l'ont pas fait. Donc moi aujourd'hui... Précision, il n'a pas démissionné, il était déjà démis du gouvernement. Oui, mais vous savez, quand on a servi M. Sassou, on ne retourne pas sa veste aussi facilement. Et vous voyez ce que ça lui coûte aujourd'hui à M. Okombi. Bien. Merci. On va parler maintenant de l'avenir, on va parler du projet pour les Congolais avec Jemima. Merci Carlyle et bonsoir Monsieur Mabiala. Bonsoir. Alors moi j'aimerais ouvrir le volet socio-économique sur la jeunesse et particulièrement avec un audio, un témoignage je pourrais dire de Gomez Yohan, un étudiant congolais. Alors bonjour, je suis M. Gomez Yohan, congolais de 23 ans et étudiant en ce moment. Et une chose que j'ai remarqué au niveau du Congo, c'est les soucis au niveau de l'éducation et aussi au niveau de l'emploi. Ce sont les plus gros soucis dont nous faisons face aujourd'hui, surtout pour la jeunesse, parce que le système éducationnel, il est pas stable. Aujourd'hui, nous allons faire cours. Demain, il y aura des grèves par rapport aux professeurs. Demain, on a des enfants qui font la bagarre avec d'autres écoles. C'est vraiment compliqué. L'école est vraiment compliquée au Congo, en fait. Avec le prochain mandat, ce qui serait bien, ce serait vraiment de voir une amélioration pour les professeurs et aussi un système de suivi pour les enfants, pour les étudiants, parce que ils sont vraiment lax, ils sont vraiment larges. Ils ne font pas attention aux enfants, à ce que les enfants font en dehors de l'école et c'est très dangereux. C'est ce qui pousse beaucoup de jeunes à rentrer dans la délinquance et quoi d'autre. Et aussi l'emploi, parce qu'il faut se dire la vérité, au Congo, pour trouver l'emploi, il faut des connexions. Il ne faut pas des capacités, il ne faut pas des connaissances, il faut des connexions. Vous pouvez avoir un Master 2, vous pouvez avoir un Master 3, mais vous allez quand même chômer. Mais quelqu'un qui a à peine le bac arrive à trouver un emploi très haut placé parce qu'il connaît des gens. Donc voilà certaines choses, voilà des problèmes auxquels nous faisons face tous les jours et qui devraient énormément changer, que nous espérons voir changer avec le prochain mandat, je devrais dire. Un jeune Congolais tout de même qui dénonce un système, est-ce que vous reconnaissez cela premièrement? Écoutez, c'est plus que reconnaître. Vous savez, je m'excuse de parler de moi, mais je vais vous faire une anecdote qui va vous faire comprendre ma position sur cette question. Je ne sais pas si je vous l'ai dit dès le début, je suis ce qu'on appellerait une pupille de la République, la nation. Vous voyez, je suis né au fin fond d'un village du Congo où il y avait à peine une école, pas de collège, pas de lycée. J'ai franchi les marches pas à pas. Mais comment ? Pas parce que j'avais des parents qui pouvaient payer, mais parce que, ce n'est pas pour me vanter, j'ai un parcours qui est similaire à quelqu'un qui est célèbre aujourd'hui, Alain Mabankou. J'ai été avec Alain Mabankou au lycée. Vous voyez, mais j'ai fait
vous voyez, ça me fait même, j'allais dire, je ne peux pas vous dire ce que ça me fait en vous faisant ce témoignage. Il m'est arrivé, quand j'étais au collège, que je passe 2 semaines à la maison parce que je n'ai pas payé l'assurance, les frais d'assurance. Et un jour, le directeur, quand on fait l'appel chaque fois, dit « Mais Mabiala », il dit « Mais non, il n'a pas payé ». Il dit « Faites-le venir parce que de toute façon, il n'y a personne pour payer l'assurance ». Donc au bout d'un moment, on me faisait revenir, je continuais mon cursus. Et à la fin de l'année, grâce à mes résultats, ma dotation scolaire était assurée. Donc me donner cahiers, livres, etc. parce que j'avais des bons résultats. C'est comme ça que j'ai avancé. Si l'école de la République était à l'époque comme aujourd'hui, je ne serais pas sur votre plateau aujourd'hui. Donc grâce à ça, je suis arrivé jusqu'à Brazzaville. À Brazzaville, j'ai eu une bourse. La bourse m'a permis de venir en France. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, j'ai enseigné pendant 10 ans dans une des grandes universités françaises. Pendant 10 ans. J'ai même eu le toupet aujourd'hui. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Ce n'est pas par rapport au sort de ce jeune homme. J'ai eu le toupet, mon ami Gérard va témoigner, j'ai eu le toupet de démissionner de l'université. J'étais fonctionnaire à l'université pour créer mon propre centre de recherche. Regardez la marge de manœuvre que j'ai. Tout ça, je dois à quoi? À l'école du Congo. Et qu'est devenue l'école du Congo aujourd'hui? Là encore, je cite M. Sassou lui-même. Il y a quelques années, vous avez peut-être vu une interview, une expression de M. Sassou, où M. Sassou a dit « Pendant longtemps, des indépendances jusqu'aux années 80, nous avions l'un des meilleurs taux de scolarisation en Afrique. » Ce qui est vrai. Et c'est ce qui a donné des gens comme moi que vous voyez en face. Le Congo, d'abord, le Congo a eu peut-être la première université de l'Afrique centrale au moins. Ce qu'on appelait le centre universitaire de Brazzaville. Beaucoup. Tchadiens, centrafricains ont étudié à Brazzaville. Et aujourd'hui, le Congo est le dernier en Afrique. Je ne vous parle pas de chiffres, mais je suis convaincu que c'est le dernier. Vous voyez, je vous prends ce contexte-là pour comprendre d'où on vient et d'où vient l'école du Congo et où on en est aujourd'hui. Je ne fais pas une critique, j'allais dire gratuite. Je prends les propos de M. Sassou. Il a dit pendant des indépendances jusqu'aux années 80, nous avions l'un des meilleurs taux. Mais depuis, nous avons tué... C'est lui qui a dit, nous avons tué l'école. Est-ce un lapsus? Est-ce qu'il sait de quoi il parle? Oui, il a tué l'école. C'est ce qui fait, permettez-moi, c'est ce qui fait qu'on arrive à la situation de la jeunesse aujourd'hui. On parle, j'ai vu, il y a 2 ans ou 3 ans, on a parlé de l'année de la jeunesse. C'est de la poudre aux yeux. Vous voyez, c'est ce qui fait, c'est pas étonnant. Quand vous connaissez, j'allais dire, la part de la jeunesse dans la population africaine. Donc quand vous avez une population qui est majoritairement jeune, à qui vous ne donnez aucun avenir, qu'est-ce que vous pensez que ça va donner? La délinquance. Mais le pire, c'est que cette délinquance-là n'est pas accidentelle, elle est organisée. Elle est organisée. Je vous prends l'exemple de ce qu'on appelle les bébés noirs aujourd'hui. Ça fait plus de 10 ans qu'on en parle. Plus de 10 ans. On a vu des témoignages, des responsables, un député, un ancien député qui a dit « c'est nous qui avons fabriqué les bébés noirs ». On les a fabriqués pour semer la terreur dans les quartiers, pour que les populations, justement, n'aient pas le temps de se poser les bonnes questions de leur situation. Voilà où on en arrive. Donc ce jeune-là, oui, je comprends son désarroi. Je comprends son désarroi. Que ferons-nous? Que pouvons-nous faire par rapport à eux? La réponse, elle est simple. Nous nous battons pour mettre un terme au régime de M. Sassou. À la chute de M. Sassou, nous organiserons, nous reconstruirons le Congo. Et le Congo en a les moyens. Donc ça, je peux vous dire, ce n'est pas une promesse, je ne suis pas en campagne, mais je sais que les ressources du Congo peuvent permettre demain à tous les Congolais d'avoir le minimum. Vous savez, le président Lissouba avait parlé de faire du Congo une petite Suisse. On lui a rigolé au nez, mais ce n'était pas si utopique que ça. Le Congo en a les moyens. Mais ils sont aujourd'hui accaparés par... C'est une expression de mon ami Guy Mafimba que vous avez eue avant. Il parle d'une épicerie familiale. Sassou a fait du Congo une épicerie familiale. Mais vous connaissez, vous êtes des journalistes, vous vous documentez, vous connaissez la situation en termes de détournement de fonds au Congo-Brazzaville aujourd'hui. Ça défraie la chronique partout. On le voit partout. Alors, le dernier événement, on parle de M. Sassou pour une mise en cause en Norvège ou en Suède. Partout, vous verrez l'argent détourné par M. Sassou. Aujourd'hui, la crise financière, la CEMAC s'est réunie il n'y a pas longtemps. On indexe le Congo dans la fuite des capitaux, la fuite des fonds, etc. Vous prophétisez, je peux dire que vous prophétisez le déclin de M. Sassou Nguesso, mais à ce jour, vous n'avez pas de projection au Palais du Peuple. Également, comment pouvez-vous alors battre ce M. Sassou sans présidentiel? Et alors, comptez-vous sur le peuple?
Comptez-vous sur un soulèvement potentiel du peuple pour enfin renverser M. Sassou? Alors, moi, je ne compte pas sur le peuple au sens où j'inciterai le peuple à se soulever pour renverser M. Sassou. Non, je pense que il y a une sorte de convergence de facteurs. Le régime de M. Sassou tombera. Je ne pense pas, même s'il est réélu en 2026, je ne pense pas qu'il fera 5 ans. Le contexte est tel que, le mécontentement est tel que, tôt ou tard, il y a des événements, il y a des forces qui vont l'obliger à soit à rappeler tous les Congolais autour d'une table pour dire trouver une solution, c'est ce que nous réclamons, un dialogue national inclusif où nous arrivons à dire ok, nous sommes sur un schéma le même qu'en 91, c'est-à-dire que le régime acculé par ses propres incuries, par ses propres dégâts, qu'il sera obligé de s'ouvrir et d'inviter les Congolais autour. Nous avons aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps il nous reste, nous avons aujourd'hui 3 facteurs. La fédération de l'opposition aujourd'hui a 3 éléments. Pour nous, la crise d'aujourd'hui va se dénouer par 3 éléments. D'abord, 1, libérer les prisonniers politiques. Si M. Sassou libère les prisonniers politiques, c'est le premier élément. De toute façon, il va les libérer tôt ou tard. 2, convoquer ce dialogue national inclusif. Et avec le premier élément, il y a une loi d'amnistie pour tous les Congolais exilés. Pour nous, c'est le point de départ. Voilà. Donc nous disons aux Congolais, nous travaillons pour réunir ces 3 conditions. Une fois que nous les aurons réunies, nous remettrons, j'allais dire, tous les Congolais autour d'une table et nous rebâtirons, nous reconstruirons ensemble, nous proposerons ensemble un projet de reconstruction du pays. En parlant de propositions, en attendant, quelles réformes précises proposez-vous pour réduire le chômage des jeunes? Quand même, vous n'êtes pas président, mais que pourrez-vous proposer potentiellement? Concrètement? Non, c'est hors sol. C'est hors sol d'imaginer qu'au mois de Paris, j'ai une réforme aujourd'hui qui ferait qu'on réduirait le chômage. Non, c'est hors sol. Votre fédération, vous avez des idées. La fédération de l'opposition congolaise. Pour faire plus simple, est-ce que l'heure aujourd'hui au projet, aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de projet politique sincèrement? Quand on regarde l'état du pays, est-ce que l'heure a un projet ou plutôt à l'union pour faire partir le président? Là, ça clarifie un peu les choses. Oui. Parce que Madame Arlette Soudan, elle nous avait, à la fin d'une émission que j'ai faite avec elle, elle a quasiment tensé l'opposition en disant il passe son temps à nous critiquer, mais qu'ont-ils fait pendant ces 5 ans et que propose-t-il? Bon, je pense qu'on déplace un peu les problèmes. Si vous voulez que l'opposition vous dise sur papier, nous avons tant, j'allais dire, même dans une... Vous savez, d'ici là, on va avoir une élection là, au municipal en France. Oui. En 2027, nous aurons une élection présidentielle. Quand vous voyez, vous savez le nombre de fois que les candidats ont fait des promesses qui sont complètement des promesses démocratiques, j'allais dire démagogiques, c'est des promesses juste de campagne. Nous ne sommes pas aujourd'hui en situation de faire des promesses de campagne. Dire, voilà, avec nous, vous aurez ça, vous aurez ça. Je pense que pour nous, c'est une démarche hors sol. Notre priorité à nous aujourd'hui, c'est libérer le Congo de la prise d'otage par le régime de M. Sassou. Une fois que le Congo libère, et c'est là où je trouve votre question justement intéressante, est-ce que nous sommes là juste une ligue des anti-Sassou qui ne demandent qu'à faire partir Sassou et après nous allons peut-être faire pire? Cette question elle est pertinente parce que nous l'avons eu en 91-92. Nous avons eu une coalition des anti-Sassou, la conférence nationale a tourné à ça, à une foire d'empoigne contre M. Sassou. Mais une fois qu'on a fini la transition, les mêmes qui insultaient M. Sassou à la conférence nationale se sont ralliés à M. Sassou, à commencer par M. Lissouba. La première crise du régime de la démocratisation au Congo, c'est M. Lissouba qui a fait alliance avec M. Sassou. Vous voyez, face au candidat de Kolela. Et c'est ça le problème. Nous ne sommes pas dans cette logique-là de dire il suffit de faire partir Sassou et les choses vont s'arranger. Non, nous pensons qu'au bout de 60 ans, ça fait 60 ans quand même que le Congo a eu l'indépendance. Au bout de 60 ans, nous menons une réflexion de fond pour dire qu'est-ce qui n'a pas marché hier, qu'est-ce qu'on n'a pas fait hier qu'il faut faire aujourd'hui. Je vous prends un exemple. Sur les 60 ans, la seule fois que les Congolais se sont mobilisés tels quels, c'est dans les années 90. Mais est-ce que vous êtes en train de dire aux Congolais que si Denis Sassou Nguesso quittait le pouvoir, vous ne serez pas prêt à le succéder?
Bien au contraire. Vous préparez. Bien au contraire. Vous préparez. Être prêt à succéder à M. Sassou, c'est pas faire une liste à la Prévert, comme on dirait, voilà, nous ferons ça, nous ferons ça. Non, être prêt à succéder à M. Sassou, c'est voir quelles sont nos responsabilités. Qu'est-ce que le Congo... C'est même pas un parti politique, c'est pas un groupe d'opposants qui dira voilà ce qu'il y a de mieux de faire. Nous pensons que demain, autant la conférence nationale de 91 a été une bonne chose, mais beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de ratés. Le premier raté qu'il y a eu, c'est justement cette ligue-là anti-Sassou. Du coup, on n'a pas su, on n'a pas poussé jusqu'à se regarder nous-mêmes qui est crédible, qui vit de quoi, qui peut faire quoi. Nous allons corriger cette erreur-là. C'est-à-dire que demain, le travail que nous faisons aujourd'hui, qui n'est pas sur la place publique, c'est déjà vérifier notre constance dans notre engagement dans ce combat. Vérifier notre cohérence dans le projet que nous avons. Nous construisons un projet pour le Congo. Il n'est pas un stade d'être proclamé, d'être envoyé, mais nous construisons un projet pour le Congo, mais qui commencera par le socle, par les socles. Les socles, c'est quoi? Quelle est la situation de l'État? Réhabiliter l'État dans ses fonctions régaliennes. Restaurer la République. Aujourd'hui, le Congo vogue vers une dynastie, vers une monarchie, etc. Il faut restaurer, c'est-à-dire les fondements. Quel est le fonctionnement d'une république? Comment faire en sorte qu'au-delà de la Constitution, parce que souvent les gens pensent qu'il suffit d'avoir une Constitution, comment faire en sorte qu'au-delà de la Constitution, il y ait un vrai engagement collectif? Vous voyez, une question qu'on ne soulève pas jusqu'ici, qu'on ne soulève pas assez. Quelle est la place de la conscience nationale? Quelle est la place de la citoyenneté? Nous allons travailler sur ces valeurs-là. Construire une société civile. Construire une société civile. Donc, je vous ai dit, restaurer la République. Il y a un point qu'on n'aborde pas assez aujourd'hui. En 60 ans d'histoire, il y a des blessures, beaucoup de blessures au Congo. Vous voyez, ce n'est pas seulement le travail des psychologues. Il y a un travail à faire sur ces blessures. Rien que, je vous ai évoqué tout à l'heure, 2 drames, 2 crises, 2 séries d'assassinats au Congo. La première a eu lieu en 65. C'est en 65 qu'il y a eu 3 intellectuels assassinés. Le même jour, en moins d'une semaine. Ils s'appellent Poabou, Machokota, Masueme. Comme par hasard, martyrs, vous voulez. Les 3 premiers. C'est pas ce qu'on appelait les martyrs. En fait, les martyrs, on appelait ceux qui sont tombés dans la révolte de 1963. Ceux-là, c'est des gens qu'on a tués, ni vus ni connus. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui les a tués. Vous voyez? Mais Sassou n'était pas encore au pouvoir. Mais je vous ai dit, Sassou était à la garde présidentielle du premier président du Congo. Je ne dis pas que c'est lui le coupable, hein, mais je qui dis... est parti en 63? Vous dites que ces gens ont été tués en 65. En 65. Donc... Mais, non, mais attendez. C'est la présidente du président, c'est un débat. Alors, il faut qu'on s'accorde. Je pense que depuis le début, je n'ai peut-être pas dit, j'ai une obligation de responsabilité dans ce que je dis. J'ai des amis qui sont sur le terrain, j'ai des amis qui sont en prison, donc je pèse mes mots. Ouais. En aucun moment, j'ai dit que M. Sassou est responsable des tueries de 1965. Il faut qu'on rende l'antenne, nous sommes quasiment à la fin. Merci beaucoup, M. Mabiala. Mais vous terminez rapidement. Oui, non, mais vraiment rapidement. Ah, ça, c'est noté. Hein, voilà, donc ça c'est important. C'est pour dire que le lien avec 65, c'est quoi? 65 et 77, il y a eu un phénomène, 3 personnes, 3 responsables politiques tués, et chaque fois, il y a une personne dont on n'a jamais retrouvé le corps. Yeah. C'est comme une signature quelque part. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, M. Merci, vous avez des idées pour d'avoir répondu à nos questions en toute transparence. Vraiment, l'interview était, à mon avis, assez complète. On vous réinvitera parce que nous sommes dans la période des campagnes, vous avez vu notre décor, donc nous sommes déjà dans les habits de la présidentielle. Vous nous donnerez aussi votre point de vue, vous commenterez l'actualité avec nous. Merci Jemima, merci à Maître Ben, merci à votre ami qui est en régie et qui nous accompagne. Merci à Romain Cléco-Demain qui est bonne suite de programme sur nos antennes.